Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler combat militaire et self-défense. Je suis Guillaume Morel, l'auteur de Protégor, et dans la continuité d'une série de vidéos où j'avais réuni Tom Duquesnoy et Michael Ilouz pour parler MMA et self-défense, je vous propose aujourd'hui un débat, combat militaire versus self-défense. Nous sommes ici chez Tir 1000, stand de tir parisien historique, qui d'ailleurs est en train de s'agrandir, avec bientôt 4 pas de tir disponibles. Et nous les remercions pour nous accueillir pour ce débat. J'accueille Julien B. Julien B. est l'auteur du livre Homme d'action. C'est un ancien commando marine des forces spéciales et toujours actif en unité spécialisée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il porte une cagoule. Et puis Michael Ilouz, ancien militaire de l'armée de terre, formateur en sport de combat et aussi spécialiste de la self-défense civile. Bonjour messieurs. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Alors Julien, toi tu es un grand passionné des arts martiaux, des sports de combat. D'ailleurs quelques combats à ton actif en boxe thaïlandaise, si je ne me trompe pas. Et puis tu es instructeur de sport de combat dans ton unité. Okay. Toi Mika, les spectateurs de Protégor, je crois, te connaissent bien et t'ont vu déjà dans pas mal de vidéos. Tu as une base de pratique de silat, le Pencak Silat, art martial indonésien. Puis tu as aussi ta propre méthode de self-défense que tu enseignes aux civils et ça a fait l'objet de 2 livres ripostés, riposté 1, riposté 2, qui sont devant. Tu as aussi passé 5 ans dans les unités spéciales avant de revenir dans le civil. Et dans les unités spéciales, tu étais instructeur spécialisé en self-défense, justement. C'est ça, exactement. Donc, on va parler combat militaire et self-défense. Première question que je vais vous poser, c'est comment s'organise l'instruction des sports de combat ou de la self-défense, d'ailleurs je ne sais pas comment elle est appelée, dans l'armée française de manière générale. Tu peux prendre la parole, Mika ? Alors, il faut savoir que dans l'armée, de manière générale, tout ce qui touche à ce qu'on appelle sport de combat est dépendant donc du coup de la branche sport. Donc ça va être une doctrine qui va être gardée par l'école intersport des armées, donc qui s'appelle le Centre national des sports de la défense aujourd'hui, le CNSD. Les profils de personnes qui pratiquent et qui ont cette qualification ou qui peuvent l'enseigner au sein des armées, on va retrouver 3 grands profils. Le moniteur de sport en régiment, donc ça c'est plutôt pour la grande armée, qui va être le garant un petit peu de la doctrine des sports de combat de son régiment. C'est lui qui organise les séances, tout ça. En unité spécialisée, c'est un petit peu différent parce que là on va retrouver vraiment 2 branches. L'opérateur qui en plus a cette qualif-là, d'accord, donc c'est le cas de Julien notamment, donc qui quand il n'est pas en déplacement ou en mission va animer des séances de sport de combat. L'avantage c'est qu'il connaît ses propres contraintes, donc il va pouvoir transformer un petit peu la doctrine existante, s'en affranchir pour l'adapter aux besoins et à la nécessité des opérateurs. Et puis et après il y a le spécialiste, donc ça c'est plus mon cas, qui n'est pas opérateur mais qui est au contact des opérateurs et qui fait ça à plein temps. Et qui du coup pareil connaît aussi bien les contraintes. C'est un peu équivalent, on va dire. Je pense que les deux se complètent puisque c'est difficile pour quelqu'un qui est employé régulièrement de pouvoir travailler à plein temps le développement de la partie sport de combat. Et puis c'est à l'inverse pour celui qui fait que ça. Lui, il ne faut pas qu'il s'éloigne non plus, puisqu'il va faire que ça à plein temps, des besoins des opérateurs dans le cadre de leur travail. Donc il faut qu'il soit très proche d'eux, voire qu'il fasse certains stages avec eux, et qu'il soit toujours au contact de leurs besoins, pas oublier justement en tant que maître d'armes, on peut dire, qu'il est au service de l'opérateur par rapport à ses besoins. D'accord. Et pour nos spectateurs, c'est quoi une doctrine ? C'est quoi les doctrines ? La doctrine, c'est qu'en gros, pour l'armée générale, il y a eu le TIOR. Voilà. Donc le TIOR qui veut dire technique d'intervention opérationnelle rapprochée, qui est en fait une doctrine, donc c'est-à-dire une discipline qui a été faite vraiment à la base pour du maintien de l'ordre. Dans des mandats type ONU ou maintien de l'ordre à l'étranger ou ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui a été une réédition, on va dire, plus adaptée à l'intervention professionnelle de soldats faisant du vigipirate ou ce genre de choses aussi. Donc encore une fois, c'est adapté à peut-être 80% de l'armée, c'est pas du tout adapté aux forces spéciales très clairement. Après, l'évolution de ça a été le C4 pour l'armée de terre. La marine et l'armée de l'air ont eu aussi leur propre évolution, qui est un plus, qui là en fait est quelque chose qui est
adapté aux fantassins, encore une fois, puisque ça va être tout équipé. Voilà. Pareil, c'est un plus, mais les unités spécialisées ayant un travail très spécifique, de fait, avec des métiers différents au sein même de l'unité, ça reste toujours moins adapté qu'un opérateur ou un maître d'armes spécialisé dans ces unités-là qui va travailler sur une doctrine spécialisée. Voilà. Donc Julien, toi, la doctrine que tu enseignes dans tes cours de sport de combat, c'est pas du tir, alors ça va être quel genre de... Moi, ce que j'enseigne, ou nous, ce qu'on travaille dans nos unités, c'est plus particulier dans le sens où ce qu'on enseigne, c'est par rapport aux techniques qu'on va utiliser sur le terrain. Voilà, donc dans différents domaines, on essaye de travailler, si c'est sur une interpellation, si c'est sur un forcené, si c'est sur du terreau, on privilégie une technique qui va fonctionner et on la travaille et on la drill, cette technique. Voilà, donc on essaye de se rapprocher vraiment de la réalité. Maintenant, à côté de ça, donc je reviens d'ailleurs sur ça, par rapport à ça, aux techniques qu'on doit privilégier, tout ça, on fait appel à des gens justement comme Mika, qui sont spécialisés dans certains domaines, donc type self par exemple pour Mika. Et voilà, et ce qui est bien, c'est que ces gens-là, ils sont à notre écoute, donc on leur demande de nous trouver des techniques qui s'adaptent très bien à nos manières de travailler, à tous. Charge précis, peut-être à une mission. Une mission propre. Des fois, ça peut arriver. On peut appeler et voilà, et on lui demande, on lui pose la question comment tu ferais si on devait faire ça, 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 ça. Il y a une réflexion et derrière, il vient nous démontrer et là, on le travaille, on le drill. On valide pas, mais en tout cas, on fonctionne comme ça avec des spécialistes. Et après, à côté de ça, on est aussi dans le format où on travaille énormément le pied-point, on travaille énormément le sol et tout ce qui se rapproche aussi un peu du MMA, tout ça. Forcément, puisque c'est d'actualité aussi maintenant, puisque aussi bien on a des missions en zone de guerre, en zone hostile, aussi bien on a des missions sur le théâtre national en France, dans des milieux ouverts, voilà, dans des villes, donc tout ça, c'est voilà. Et tout ce qu'on fait en fait, ça nous permet de nous préparer au maximum à nos missions et aussi à pouvoir réagir et être efficace. Donc si je comprends bien, il y a un mélange de à la fois sport de combat, MMA ou boxe diverses pour le côté un peu physique, l'affrontement, la dureté, le mental. Et après, il y a du travail technique spécifique avec des spécialistes qui peuvent venir du Silat, qui peuvent venir peut-être du Krav Maga, ou je sais pas, de disciplines diverses, qui vient accompagner tout ça. En fait, c'est important la nuance que Julien a faite là, c'est que à aucun moment on peut s'affranchir de toute façon des sports de combat. Et d'ailleurs, le cursus instructeur sport de combat qui est proposé par l'EIS, c'est très peu de self en fait. C'est beaucoup de discipline des sports de combat. Donc le MMA est arrivé assez récemment par le biais d'un monsieur qu'on connaît tous les deux qui s'appelle Lilian Almeras, que tu connais aussi, qui a d'ailleurs écrit un livre chez Amphora. Ouais, qui s'appelle Rugby Combat. Rugby Combat, voilà. Je conseille, qui n'est pas du tout sur le sport de combat, mais que sur l'utilisation de certaines techniques de sport de combat dans le cadre du rugby. Franchissement, d'évitement, etc. pour rendre le rugby moins accidentogène. C'est ça. Donc là, c'était un petit peu les prémices. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il faut aussi tenir compte d'une chose, et c'est que un opérateur, il a les sports de combat à travailler, mais il a aussi énormément de choses à travailler. Le tir étant quand même quelque chose de très important. Le tir, la topo, le franchissement, les vecteurs qu'il utilise. S'il est parachutiste, il faut qu'il saute. S'il plonge, faut qu'il plonge. Enfin, ça fait beaucoup de choses à travailler. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut faire presque du sur-mesure. Donc s'il a 3 heures par semaine à faire de la self et des sports de combat, il va falloir mixer un peu le tout, mais il ne peut pas faire que l'un ou que l'autre, de toute façon. Et en plus, il y a une chose qui est importante, c'est que le travail de la confrontation, même si c'est régulé, hein, la boxe est régulée, que ce soit du MMA, de la boxe taille, du kick, voilà, toutes ces disciplines de contact, ça dévoile vachement les gens. D'ailleurs, c'est pour ça que dans leurs tests, ils font beaucoup de sélections où ils utilisent ça, parce que ça permet de voir un petit peu la combativité. Les gens peuvent jouer un certain jeu jusqu'au moment. C'était Tyson qui disait tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'ils prennent un pain dans la gueule. C'est un peu ça. C'est-à-dire, en fait, voilà. Quand tu as des gens expérimentés devant toi, et que même si tu boxes bien, mais eux, ils ont une boxe qui va être un peu plus dure, un peu plus solide, j'allais dire une boxe d'opérateur,
forcément, on voit tout de suite les personnes qui, un, cherchent des solutions, deux, se laissent un peu abattre, en plus souvent cumulés à des états de fatigue. Et donc vraiment, les sports de combat, c'est un pilier quand même qu'il ne faut pas du tout négliger. Et à quel rythme, en fait, justement, parce que tu parlais de 3 heures, de donner l'exemple de 3 heures par semaine, c'est quoi un peu le rythme d'entraînement? Non, il faut plus que ça. Il faut, moi, pour rejoindre ce que dit Mika, pour moi, les sports de combat, c'est comme le tir. C'est-à-dire que le tir, on essaie de le faire tous les jours. Les sports de combat, on essaie de le faire tous les jours aussi. Donc alors après, il y a des fois, on va tourner plus en pied-point, en sol, tout ça. Et puis il y a d'autres fois ou d'autres semaines, on va s'attarder plus sur la technique self. Parce qu'on a une mission qui arrive et il faut la préparer, voilà, au mieux. Mais maintenant, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et ça, pour tous les détracteurs, là, la self, les sports de combat, c'est complémentaire. Voilà. On veut être bon en self, il faut être bon en sport de combat. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de question à se poser. Donc voilà, nous, on essaie de prendre tout ça dans les unités spéciales, là, on le travaille, on le drill. On ne cherche pas à être des champions du monde, tout ça. Maintenant, voilà, on essaye d'être propre techniquement, de savoir encaisser les coups, parce que ça sert à ça aussi les sports de combat. Hein. C'est ça aussi l'utilité, c'est de savoir prendre dans sa gueule, pardonnez-moi l'expression, mais d'encaisser. Et, et ça permet de faire ressortir justement ce que disait Mika, là, cette certaine vaillance des personnes. Ça sert à ça les sports de combat. Ça sert à mettre des bons crochets, des bons low kicks, mais ça sert aussi à savoir encaisser. Parce que dans la rue, vous pouvez encaisser, vous tombez sur quelqu'un, sur du terreau, sur du grand banditisme, tout ce que vous voulez. Le mec qui ne se laisse pas faire, je peux vous dire, si vous ne savez pas maillotcher un minimum, vous faites... voilà. Alors justement, dans tes expériences, toi, soit d'OPEX quand tu étais commando marine ou plus récemment dans ton unité, tu as eu besoin d'utiliser les mains nues ou parce que tu es toujours armé avec des armes à feu alors que... Dans les forces spéciales, c'est différent parce qu'on n'est pas dans le même domaine qu'une unité spéciale type GIGN, RAID, tout ça, qui travaillent plus sur du civil, lambda, sur le territoire national. Dans les forces spéciales, c'est différent. On est à l'étranger, on est dans des pays dangereux où généralement c'est des zones de guerre, où ça a été des zones de guerre, des zones de conflit, de guerre civile. Quand on va chercher des gens ou neutraliser des gens, tout ça. Généralement, ces gens-là, ils ne nous attendent pas avec un couteau, tout ça. Ils nous attendent plus avec une arme. Voilà, donc Kalachnikov, tout ce que vous connaissez, tout ce qu'on voit. Et donc forcément, face à ces agressions, on va utiliser nos propres armes à nous et nos propres techniques à nous. Maintenant, terminer au corps à corps, au couteau, ça arrive peut-être 1, 2, 3 fois peut-être maximum. Voilà. Moi, pour ma part, ça m'est jamais arrivé. J'ai des amis qui ont dû l'utiliser une fois. Ça a fini au couteau. Et, ça s'est bien passé. Mais voilà. Et donc là, on est obligé de mettre en œuvre effectivement un savoir minimum qu'on travaille dans nos drills, à l'entraînement et dans nos unités. Alors justement, le couteau, bon exemple, bonne transition, parce que le couteau fait beaucoup couler d'encre dans le milieu de la self-défense. Beaucoup d'experts qui ne sont pas d'accord sur comment on se défend face à un couteau. Est-ce qu'il est possible de se défendre face à un couteau? Quel est votre avis un peu sur le sujet? Alors, en fait, au risque de décevoir les gens par rapport à ça, mon avis il est assez simple. C'est toujours le même. C'est-à-dire que il n'y a pas de spécialiste à proprement parler sur ce sujet-là. Il n'y a que des gens qui bossent. Donc je suis pas pour une méthode ou une autre. Il faut que ce soit une méthode qui soit viable. Après, il y a quand même des gens dans le monde connus qui ont développé de la compétence autour de ce sujet-là. Au prix pour certains de bons rétex personnels, retour d'expérience pour la traduction, et ils sont arrivés plus ou moins aux mêmes conclusions. Et donc c'est qu'il y a des choses qui peuvent marcher et d'autres pas. Alors ça fait polémique, moi je vais te donner mon avis très sincère.